Bonjour, aujourd'hui on va continuer sur la communication interprocessus. On a déjà parlé de la synchronisation et aujourd'hui on va voir les problèmes classiques de synchronisation. On va voir producteur, consommateur, lecteur, rédacteur et dîner des philosophes. Après ça, nous allons parler sur les moniteurs, l'échange de messages et on va terminer avec les barrières. Les problèmes classiques sont des problèmes utilisés pour tester les nouvelles propositions de schémas de synchronisation. Donc, on a le problème de producteur-consommateur, problème de lecteur-rédacteur et problème des dîners de philosophes. On commence par producteur-consommateur. Deux processus partagent un tampon de taille fixe. Le producteur place des informations dans le tampon et le consommateur les récupère. Le tampon est géré comme une file circulaire ayant deux pointeurs, un pour les dépôts et l'autre pour les retraits. On voit ici le tampon circulaire et le producteur il produit, il remplit dans ce sens et le consommateur il prend ce que le producteur il a mis sur le tampon, il consomme et toujours dans le même sens. Donc le problème pour le producteur, c'est quand le tampon est plein. Ici, il n'y a plus de place où mettre ce qui est produit. Donc, occupé égale à n et libre égale à 0. À ce moment-là, le producteur ne doit plus produire. Donc, s'il y a au moins une entrée libre dans le tampon, alors produire. S'il n'y a pas d'entrée, on ne va pas produire. Et IP égale à modulo IP plus 1n. Donc, quand il produit, il passe à la prochaine case. On calcule la prochaine case avec IP plus 1 modulo n. Sinon, attendre jusqu'à ce qu'une entrée se libère. Donc, il doit attendre, si tout est plein, il doit attendre jusqu'à ce qu'il y ait une entrée où est-ce qu'il va mettre ce qu'il va produire. Maintenant, le problème pour le consommateur, c'est quand le tampon est vide. Il ne peut rien consommer, donc lui aussi, il doit attendre. Ici, s'il y a au moins une entrée occupée dans le tampon, alors consommer. Et bien sûr, quand il consomme, il passe à la prochaine case. Et ici, IC égale à modulo IC plus 1, N. Donc, c'est le pointeur avec lequel il se déplace toujours dans le même sens. Sinon, attendre jusqu'à ce qu'une entrée devienne occupée. La solution à ce problème en utilisant les sémaphores nécessite deux sémaphores. Le premier nommé occupe, quand le nombre d'emplacements occupés, il est initialisé à 0. Au départ, le tampon est vide, donc occupe contient 0. Donc lui, ce sémaphore, il va servir à bloquer, débloquer le consommateur. On va faire le P occupe et V occupe. Le second sémaphore, nommé libre, compte le nombre d'emplacements libres. Il est initialisé à n, la taille du tampon. Au départ, toutes les cases sont libres, donc n c'est le nombre de cases total. Il sert à bloquer, débloquer le producteur. Il va utiliser P libre et V libre. Et ici, on voit le tampon circulaire. Donc, le producteur, qu'est-ce qu'il fait? Int IP égale à 0 et il va boucler. Il va faire P libre. Et après ça, il peut produire. Et ce qu'il a produit, il va le mettre dans le tampon. Et après ça, le pointeur, il va pointer sur la prochaine case. Et quand il a terminé, il va faire V occupe. Pour le consommateur, c'est la même chose. Il va faire int ic égale à 0 et il fait p occupe et non pas libre. Et consommer, quand il rentre, consommer ce qui est dans ic. Et ic égale à modulo ic plus 1, il passe au prochain. Et bien sûr, quand il termine, il doit faire v libre pour libérer. Alors, si on voit un schéma maintenant, le schéma il est là, maintenant il est vide. Donc, occupe est 0, il n'y a rien dans le tampon. Libre égale à 3, il y en a 3. Donc, le consommateur il est bloqué parce qu'il n'a rien à consommer. Par contre, le producteur peut produire jusqu'à 3 éléments. 1, 2, 3.
Maintenant, il y a une production, on l'a mis sur le tampon, donc occupe égale à 1 et libre égale à 2. Le consommateur peut consommer ce qu'on vient de mettre et le producteur peut produire 2. On ajoute une autre, donc occupe égale à 2, libre égale à 1 et le consommateur peut consommer 2 et le producteur peut produire 1. Et maintenant, occupe égale à 3, libre égale à 0. Donc, le consommateur peut consommer 3 qui sont là. Par contre, le producteur, il est bloqué par P libre. Il va attendre jusqu'à ce qu'il y ait une case de libre. Occupe égale à 2 et libre égale à 1. Il y a une place qui s'est libérée. C'est le consommateur qui était ici, qui l'a consommé et il pointe sur le prochain. Puisqu'il est libéré, donc le producteur, il peut produire 1. Et bien sûr, le consommateur peut consommer les deux. Le producteur, il a mis 1 ici, il pointe sur le prochain, donc occupe égale à 3 et libre égale à 0. Le consommateur peut consommer 3 et encore le producteur est bloqué. Ce problème peut être généralisé à plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs avec un seul tampon. On n'a plus juste un seul producteur, mais plusieurs producteurs. Et on n'a plus juste un seul consommateur, mais plusieurs consommateurs. Donc les données qui vont être partagées, un buffer de grandeur n, le tampon, un sémaphore mutex initialisé à 1, c'est pour assurer l'exclusion mutuelle au buffer, puisqu'il y a plusieurs consommateurs, plusieurs producteurs. Un sémaphore full initialisé à 0 pour le nombre d'éléments pleins, c'est occupé de tout à l'heure. Et un sémaphore empty initialisé à n, le nombre d'éléments vides. Et le code pour le producteur et le consommateur, c'est donc wait empty, il va attendre qu'il y ait une place libre. Wait mutex, il n'y a personne qui accède au tampon. Donc quand les deux conditions après qui sont réalisées, là il peut entrer et il peut ajouter ce qu'il a produit au tampon. Quand il termine, la première chose, il libère le tampon pour qu'il y ait un autre qui accède, donc signal mutex. Et il fait signal full pour dire qu'il vient de mettre pour incrémenter occupé. Et c'est ce qu'il va faire, il va boucler sur ça. Pour le consommateur, il va commencer par wait full, il attend qu'il y a quelque chose à consommer. Après ça, pour accéder au tampon, il doit faire wait mutex. Il y a un seul qui accède à la fois, donc on utilise des mutex. Une fois qu'il rentre et il a accès au tampon, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève l'élément. Il enlève un élément sur lequel il pointe et bien sûr il va pointer sur le prochain et il fait un signal mutex pour sortir. Il dit aux autres, voilà, je suis sorti du tampon, vous pouvez accéder au tampon. Et après ça, il fait signal empty, ça veut dire il déclare pour augmenter le sémaphore libre, il y a une autre case qui s'est libérée. Et ici, c'est une section qui est non critique, il va consommer ce qu'il a retiré. Alors ici, on voit int ip égale à 0, ic égale à 0. Le tampon, nous avons n cases. Donc, nous avons le sémaphore libre qui est égal à n et occupe qui est égal à 0. Et nous avons le mutex qui est égal à 1. Donc, le producteur, il fait while 1, donc il boucle à l'infini sur p libre. Est-ce qu'il y a une case de libre? P mutex, comme on a expliqué. Produire tampon ip, il met ce qu'il a produit dans le tampon et ip égale à modulo ip plus 1, n pour pointer sur la prochaine case. Et ici vient mutex pour sortir, pour déclarer qu'il est sorti. Comme ça, un autre processus peut accéder. Et v occupe pour dire il y a une nouvelle case qui vient d'être occupée. Donc, on augmente le sémaphore occupe, on l'incrémente. Et consommateur, while 1, donc il boucle à l'infini. P occupe, est-ce qu'il y a au moins... Donc le sémaphore occupe, est-ce qu'il est supérieur à 0? Il y a au moins un élément à consommer. Quand il y a un élément à consommer, il entre, mais il fait P mutex. On a dit qu'un seul processus peut accéder, c'est pour ça qu'on utilise les mutex. Quand il rentre, consommer tampon IC, il va le retirer. Et IC égale à modulo IC plus 1, il pointe sur le prochain. Et après ça, V mutex pour
dire que j'ai terminé du tampon, un autre processus peut accéder, et V libre pour dire j'ai consommé, il y a une place de libre, donc augmenter le sémaphore libre. C'est le principe général de producteur, consommateur. Un produit et l'autre consomme. Et on vient de voir comment l'implémenter avec un mutex et deux sémaphores. Maintenant, lecteur-rédacteur. Ce problème modélise les accès à une base de données qui peuvent être pour la lecture ou l'écriture. Les accès à cette base de données, on peut rentrer pour lire, on est un lecteur, ou on peut entrer pour écrire, pour modifier, ajouter, on est un rédacteur. Pour assurer la cohérence des données de la BD, il faut interdire l'accès au lecteur et rédacteur si un rédacteur accède à la BD. Il est en train de modifier les informations dans la BD, donc personne ne doit lire ou modifier lui aussi. Il y a un seul qui modifie à la fois, et s'il modifie, on ne peut pas lire, parce qu'on peut lire quelque chose que lui, il veut modifier. Interdire l'accès au rédacteur si au moins un lecteur accède à la BD. S'il y a un lecteur qui est à l'intérieur de la BD, il faut interdire les rédacteurs, parce que s'ils entrent, ils vont modifier quelque chose que lui, il est en train de lire. Autoriser l'accès à plusieurs lecteurs à la fois, puisqu'ils ne modifient pas l'information, ils peuvent lire. Supposons que lui, il va lire le premier enregistrement et le deuxième, il lit le cinquième, donc il n'y a pas de conflit, on peut permettre à ce que plusieurs lecteurs accèdent à la fois à la BD. La solution à ce problème en utilisant une variable RC qui compte le nombre de processus qui veulent lire la BD, on a plusieurs lecteurs, readers, un sémaphore binaire mutex pour contrôler l'accès à RC. Donc, on va travailler sur cette variable RC. Et pour que ce soit cohérent, on va utiliser un mutex. Un sémaphore binaire DB pour contrôler l'accès à la base de données. Donc, le premier mutex pour la variable RC et le deuxième mutex DB, c'est pour l'accès à la base de données. Alors, donc la solution à ce problème consiste à permettre à un lecteur d'accéder à la BD si aucun rédacteur n'est en train d'utiliser la BD. L'accès doit être autorisé, qu'il soit le premier lecteur à y accéder ou qu'il existe déjà d'autres lecteurs qui l'utilisent. Ça veut dire quand un lecteur veut accéder, ce n'est pas important qu'il soit le premier lecteur ou le cinquième, il doit pouvoir accéder. Sauf s'il y a un rédacteur, bien sûr, à la BD, là, il est bloqué. Le premier lecteur qui rentre doit bloquer l'accès juste au rédacteur. Le premier lecteur qui rentre, il doit bloquer l'accès au rédacteur, mais il ne doit pas bloquer l'accès aux autres lecteurs. Le dernier lecteur qui sort doit débloquer l'accès au rédacteur. Si c'est le cinquième lecteur qui sort, il reste 4. Toujours, les rédacteurs ils seront empêchés de rentrer. Par contre, si c'est le dernier lecteur qui sort, là, il doit donner la possibilité au rédacteur de rentrer. Un rédacteur bloque l'accès à tout le monde lors de son accès et le débloque à sa sortie. Si c'est un rédacteur, bien sûr, s'il rentre, il n'y a pas de lecteur qui doit rentrer ou même de rédacteur. Et quand il sort, c'est les lecteurs et les rédacteurs qui peuvent entrer. Donc, comment est-ce qu'on peut implémenter ça? Donc déjà, on a un sémaphore mutex, ça c'est pour contrôler l'accès à RC, notre variable pour compter le nombre de lecteurs. Nous avons un sémaphore DB, ça c'est pour l'accès à la base de données. Au départ, il y a 0 lecteur. Et pour les lecteurs, voilà ce qu'on va exécuter. En boucle, on fait un down mutex. C'est juste, on attend l'utilisation de RC. On a dit mutex, on va l'utiliser pour RC, pour s'assurer qu'il n'y a personne d'autre qui utilise RC. Et on va faire RC égale à RC plus 1, ça veut dire qu'il y a un lecteur qui vient de s'ajouter. Alors, on va tester si c'est le premier lecteur qui rentre. Ça veut dire, est-ce que RC est égal à 1? Si c'est le premier lecteur, alors il va tester, est-ce qu'il peut rentrer avec downdb et il va bloquer l'accès à la base de données pour les rédacteurs, donc downdb. Après ça, il va libérer le mutex pour permettre à d'autres lecteurs de tester RC et d'y accéder, parce que sinon, ils ne peuvent pas entrer à la base de données. Après ça, il peut lire dans la base de données et
il fait encore un down mutex. Pourquoi? Parce qu'il veut sortir, donc il doit décrémenter RC. Donc puisqu'il doit accéder à RC, il doit encore bloquer. Il bloque avec mutex. Donc RC égale à RC moins 1, il décrémente RC. Et maintenant, il teste. Est-ce qu'il est le dernier lecteur qui sort? Si c'est le dernier lecteur qui sort, il doit redonner accès à la base de données avec appdb, comme ça un rédacteur peut entrer. Et après ça, il fait app mutex. Attention, il faut faire attention. Il faut faire appdb avant app mutex. Sinon, s'il fait app mutex, donc un autre lecteur peut entrer et c'est plus lui le dernier et il va donner accès à un rédacteur d'entrée aussi. Donc, déjà, donner l'accès au rédacteur et après ça, s'il y a un rédacteur qui va rentrer, il peut rentrer, il va bloquer un prochain lecteur. Mais ici, on va faire après appmutex, c'est après ça que le lecteur peut tester s'il peut aller sur la base de données ou pas. Et après ça, quand il sort, il peut utiliser les données qu'il avait lues ici. Maintenant, pour le rédacteur, c'est plus simple. Il va boucler et ce qu'il fait, c'est qu'il va tester est-ce qu'il peut rentrer avec downdb, est-ce qu'il peut accéder à la base de données. S'il peut accéder, il va entrer pour écrire. Et après ça, il va sortir. Quand il sort, il débloque tout le monde avec appdb. Et on voit bien que db, ce sémaphore binaire, il bloque les rédacteurs parce qu'ils font downdb et il bloque juste le premier lecteur. C'est quand on fait RC égale à 1, c'est quand c'est le premier lecteur qu'on fait downdb. Mais le deuxième lecteur, le troisième, le RC sera différent de 1, il va entrer directement sans faire downdb. C'est comme ça que je bloque un rédacteur et que je bloque le premier lecteur, mais je ne bloque pas le deuxième, troisième, quatrième lecteur, etc. On passe maintenant au troisième problème classique, le dîner des philosophes. Nous avons 5 philosophes qui sont assis autour d'une table et sur les tables, il y a 5 plats de spaghettis avec 5 fourchettes. Un philosophe, il passe son temps à manger et à penser. Pour manger son plat, le philosophe, il a besoin de prendre 2 fourchettes. Alors, écrire un programme pour que chaque philosophe puisse exercer ces 2 activités, ça veut dire penser et manger, sachant qu'il doit prendre 2 fourchettes pour manger. Donc, si un prend 2 fourchettes et l'autre prend 2 fourchettes, il y a d'autres qui ne peuvent pas prendre les fourchettes. Donc, comment est-ce que vous allez programmer ça? Ok, alors, on va commencer par penser. Un philosophe, il va penser. Après ça, il va manger. Et manger, c'est prendre fourchette I, prendre une fourchette, la gauche. Et après ça, prendre fourchette I plus 1 modulo N. Ici, N, c'est 5. Donc, il va prendre la droite. Poser fourchette I, il pose la fourchette gauche. Et il pose la fourchette droite. Est-ce qu'il y a un problème avec cette solution? Le problème, c'est si tous les philosophes prennent en même temps chacune une fourchette, ils vont prendre la fourchette gauche, le I ici, aucun d'entre eux ne pourra prendre l'autre fourchette. C'est ce qu'on appelle un interblocage. L'interblocage, c'est qu'un processus qui possède une ressource, mais il a besoin d'une autre ressource pour s'exécuter. Alors que cette deuxième ressource, c'est un autre processus qui la possède et il a besoin de la première ressource que le premier processus il possède. Donc, ils s'attendent mutuellement. Chacun prend une ressource, il ne lâche pas parce qu'il a besoin de cette ressource et il attend une deuxième ressource. Cette deuxième ressource, elle est utilisée par l'autre processus qui attend la ressource que l'autre il a. C'est ce qu'on appelle un interblocage. Alors, si tous les philosophes prennent la fourchette gauche, alors on va avoir un interblocage. Ils seront tous bloqués en attendant la fourchette droite. Alors, pour éviter l'interblocage et pour qu'aucun philosophe ne meure de faim, on ne veut pas que un ou deux philosophes mangent et les 3 autres, ils restent à rien faire, à ne pas manger jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Donc, il faut
qu'un philosophe ne prenne jamais une seule fourchette. Il prend les deux à la fois ou rien. Les fourchettes sont les objets partagés. L'accès et l'utilisation d'une fourchette doivent se faire en exclusion mutuelle. Donc, on a besoin d'un sémaphore mutex pour réaliser l'exclusion mutuelle. Il faut garantir que si un processus demande d'accéder à une section critique, il obtient satisfaction au bout d'un temps fini. Donc, on peut ajouter n sémaphores pour mettre en attente les philosophes qui demandent des fourchettes non disponibles. Ils doivent être sur une file d'attente et à un certain moment, ils doivent accéder. On ne peut pas les laisser attendre tout le temps. Alors, le code pour le dîner de philosophes, nous avons 5 philosophes. Gauche, c'est pour trouver celui qui est à gauche du philosophe. On fait I c'est le numéro du philosophe, plus n moins 1% n, ça donne celui à gauche. Et pour trouver celui qui est à droite du philosophe, on fait I plus 1% n. Juste pour dire que penser c'est 0, faim c'est 1 et manger c'est 2. C'est 3 états de philosophe. Nous avons sémaphore, donc état de chaque philosophe. Et sémaphore mutex égale à 1, c'est pour l'exclusion mutuelle, c'est pour un seul accès, donc l'accès aux sections critiques. Sémaphore SN, un sémaphore par philosophe. Maintenant, un philosophe I, qu'est-ce qu'il fait? Un philosophe qui est à la position I, le philosophe 1, le philosophe 2, etc. Il va boucler. D'abord, il peut penser. Pas de problème, il peut toujours penser. Après avoir pensé, il va appeler prendre fourchette. Il va essayer de prendre les deux fourchettes. Attention, fourchette ici, c'est avec S. Donc, il va appeler cette fonction. Et prendre fourchette I, il va prendre la fourchette à gauche I et la fourchette à droite I plus 1 modulo N. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans prendre fourchette par la suite. S'il prend les fourchettes, il va manger. Et après avoir mangé, il va poser les fourchettes. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans poser fourchette. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans prendre fourchette? On l'appelle déjà avec I, c'est le numéro 2 philosophe. Il va accéder à la section critique, donc il commence par un down mutex pour bloquer les autres, il n'accède plus à leur section critique. Après ça, il fait state I égale à faim. Il déclare qu'il a faim, qu'il veut manger, il veut prendre les deux fourchettes. Après ça, il va tester, faire un test avec son numéro. Est-ce qu'il peut prendre les deux fourchettes? Et test I, c'est ici, c'est cette fonction ici, test I. Alors, ce qu'il y a dans cette fonction, c'est un test. Est-ce qu'il a faim? Je sais qu'on vient de faire state I égale à faim, mais on peut l'appeler d'autre part. C'est pour ça qu'on doit tester, est-ce que ce philosophe, il a faim? Dans notre cas, on vient de faire state I égale à faim. Oui, il a faim. Après ça, on va faire, est-ce que celui qui est à gauche est en train de manger? S'il est en train de manger, ça veut dire qu'il a pris la fourchette. On ne peut pas prendre la fourchette. On va tester aussi celui de droite. Est-ce qu'il est en train de manger? S'il est en train de manger, ça veut dire qu'il a pris la fourchette. Ça veut dire que nous, on ne peut pas prendre la fourchette. Regardez, si une des conditions n'est pas réalisée, alors on ne fait rien et on revient à test. Ici, on fait app mutex. On donne la main aux autres pour qu'ils rentrent dans leur section critique. Et nous, on fait un down SI. On se bloque en attendant d'avoir une fourchette. Maintenant, si on fait test I et bien sûr on a faim et celui gauche n'est pas en train de manger, ça veut dire la fourchette est disponible, je vais la prendre. Et state droite n'est pas en train de manger, ça veut dire que sa fourchette est disponible. Je prends les deux fourchettes en même temps. C'est là que je fais state I égale à manger. Quand moi je mange, ça veut dire que j'ai pris les deux fourchettes. Et je fais app SI. Donc, je peux manger, je fais app SI, je peux prendre les fourchettes. Et je reviens après ça, app mutex, bien sûr. Après ça, je laisse les autres entrer dans leur section critique. Et après ça, il va faire un down SI. Et je suis sûr d'accéder à la section critique puisque je viens d'incrémenter cette sémaphore avec app SI. Donc, il y a un jeton, je peux le prendre, c'est sûr, et je vais accéder. Maintenant, pour
poser les fourchettes. Donc, il fait prendre fourchette. Après ça, il mange, comme on a vu tout à l'heure dans le code de tout à l'heure. Et après ça, il fait poser fourchette. Quand il pose fourchette, bien sûr, il doit rentrer dans sa zone critique. Il fait down mutex. Et state i égale à penser. Il n'a plus faim, il n'est plus en train de manger. Donc, parce que c'était state i égale à manger. Maintenant, poser fourchette, ça veut dire state i égale à penser. Comme ça, les autres, quand ils vont tester, ils vont savoir qu'il ne prend pas les fourchettes. Mais quand il pose les fourchettes, c'est comme s'il réveille celui à gauche, il lui dit, si tu étais en train d'attendre la fourchette, je l'ai posée. Donc celui à gauche, avec son numéro, il va exécuter test, donc test ici. Et c'est pour ça qu'il va tester, est-ce que celui à gauche avait faim? Et comme il teste s'il avait faim, après ça, il va tester la gauche de celui-là. Et après ça, il va tester droite de celui-là. Et là, il va prendre les fourchettes ou pas selon les conditions. Après, il va faire la même chose. Il va essayer de réveiller celui à droite. Est-ce que tu étais en train d'attendre les fourchettes? Et il va faire le test. Et c'est la même chose qui va se répéter. Maintenant, on passe au moniteur. Il y a beaucoup de difficultés liées au mutex et sémaphore. D'abord, c'est la difficulté de débogage. C'est facile d'inverser l'ordre d'appel et ça crée un problème comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On peut oublier un appel, on peut faire des appels répétés, donc c'est très difficile à déboguer. Et on peut facilement tomber dans l'interblocage ou la famine. Donc, solution, c'est utiliser les moniteurs qui sont un niveau d'abstraction supérieur. Un moniteur est une primitive de synchronisation de haut niveau. Le moniteur est une collection de procédures, de variables globales et de structures de données. Les processus peuvent appeler les procédures, mais ne peuvent pas accéder aux variables et aux structures de données. On ne manipule pas les structures de données et variables, on fait juste appeler des procédures. La propriété importante des moniteurs est que, à un instant donné, un seul processus peut être actif dans le moniteur. Et au plus, une seule procédure du moniteur est en cours d'exécution. Automatiquement, il y a une seule procédure qui est en cours d'exécution. Ce n'est pas le programmeur qui va la gérer. Si un processus est actif dans le moniteur et un autre demande l'accès, il appelle une procédure du moniteur. Ce dernier est mis en attente dans la file d'attente du moniteur. C'est le compilateur qui se charge de cette gestion en ajoutant au moniteur le code nécessaire à la gestion de l'exclusion mutuelle. Donc le programmeur ne se préoccupe pas de cette gestion. C'est l'un des grands avantages des moniteurs. Et c'est pour ça que c'est plus simple à déboguer et d'éviter la famine et l'interblocage. Nous avons le moniteur ici. Nous avons les variables globales qui sont partagées et nous avons les fonctions qu'on peut appeler et bien sûr nous avons un code d'initialisation qui est à l'intérieur du moniteur. Alors, utilisation des moniteurs pour assurer l'exclusion mutuelle. Un exemple, un moniteur count. Nous avons un solde qui est égal à 0 et nous avons deux procédures. On peut juste appeler les deux procédures et il y a toujours une seule procédure qui est exécutée à la fois. On ne peut pas exécuter deux procédures du même moniteur à la fois. Alors, void déposer, int montant, il fait que déposer un montant, donc solde égale à solde plus montant. Et void retirer int montant, il va retirer solde égale à solde moins montant. Donc, quand je vais appeler count.déposer et je suis sûr que retirer n'est pas en cours d'exécution si déposer s'exécute. Maintenant, on va utiliser les moniteurs pour le producteur consommateur. Moniteur, producteur, consommateur. Nous avons constante n égale à 100, donc son emplacement dans le buffer. Et le compteur est égal à 0, IC à 0 et le IP est 0. Les pointeurs pour mettre et pour prendre du buffer. Alors, void mettre pour mettre un objet dans le tampon. While compteur égale à n, je fais rien, donc ici j'attends parce que compteur il est plein, je ne peux pas poser. Donc je sors quand compteur n'est plus égal à n
Et tampon IP égale objet, je mets l'objet que j'ai produit, que j'ai pris ici, et je le mets dans IP, et je pointe sur le prochain, et j'incrémente compteur pour dire je viens de remplir 1. Pour retirer, nous avons maintenant while compteur égale à 0, je fais rien, j'attends. S'il n'y a rien à retirer, j'attends qu'il y a quelque chose à retirer. Après ça, je fais objet égale tampon IC et bien sûr, je pointe sur le prochain et compteur, je le décrémente, moins, pour dire que je viens de retirer un objet. Donc, si vous voyez ici, on voit bien que je ne peux pas faire mettre et retirer en même temps. Est-ce qu'il y a un problème avec ce code? Eh bien oui, c'est que j'ai des attentes à l'intérieur du moniteur. Donc, j'attends à l'intérieur du moniteur. Et quand j'attends, je ne peux pas exécuter l'autre. Par exemple, le producteur, il est bloqué ici. Il attend qu'une case se libère, mais le consommateur ne peut jamais aller libérer une case parce que cette procédure, elle est exécutée à l'intérieur du moniteur et on sait qu'il y a une seule procédure qui peut s'exécuter à l'intérieur du moniteur. Donc là, on va attendre à l'infini. La même chose aussi, si j'attends ici et le producteur ne peut jamais accéder pour mettre ce qu'il a produit parce que cette procédure, elle est exécutée. Il y a une seule procédure qui s'exécute dans un moniteur. Il y a un risque d'interblocage si le processus actif dans le moniteur a besoin d'une ressource détenue par un autre processus en attente du moniteur. Pour éviter l'interblocage, il faut trouver un moyen permettant à un processus actif à l'intérieur du moniteur de se suspendre pour laisser place à un autre. Le producteur, il doit laisser place au consommateur pour consommer, pour libérer un emplacement. Comme ça, il peut revenir et mettre ce qu'il a produit dans cet emplacement. Exemple, quand le consommateur est actif dans le moniteur et le tampon est vide, le consommateur doit se mettre en attente et laisser place au producteur. Et aussi, quand le producteur est actif dans le moniteur et le tampon est plein, le producteur doit se mettre en attente et laisser place au consommateur. Donc, la solution, c'est des variables de condition des moniteurs. Une variable de condition des moniteurs est une condition manipulée au moyen de deux opérations qui sont wait et signal. Wait X, ce que ça fait, c'est suspend l'exécution du processus ou thread appelant, le met en attente de X. Donc, il va le suspendre et il va attendre cette condition. Quand elle est réalisée, il va se réveiller. Autorise un autre processus en attente du moniteur d'y accéder. Automatiquement, quand on fait wait X, alors on suspend le processus qui a appelé wait X et il attend la condition X qu'elle se réalise pour qu'il puisse se relancer. Et en même temps, elle va autoriser un autre processus en attente du moniteur d'y accéder. Signal, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle débloque un processus en attente de la condition X. Donc, quand la condition X se réalise, le processus, il est suspendu. Donc, c'est Signal qui va le réveiller pour qu'il sache que X s'est réalisé. Alors, le code pour les moniteurs, pour producteurs, consommateurs, nous avons condition full et empty, et le compte qui compte le nombre d'éléments. Nous avons une procédure insérer, une procédure à l'intérieur du moniteur. Insère un item qui était produit. Donc, si count égale à 1, ça veut dire si c'est full. La seule différence avec tout à l'heure, maintenant, on fait un wait avec full. On wait qu'il soit plus full. Et quand on rentre, on est réveillé, on est rentré, bien sûr, on va insérer l'item. Et on va dire que count égale à count plus 1 comme tout à l'heure. If count égale à 1, donc il reste 1, donc on va faire un signal. Il était 0, on a incrémenté count. Il était 0, on l'a incrémenté, il est devenu 1. Ça veut dire qu'il faut réveiller. On fait un signal pour un petit. Le consommateur était endormi, on va le réveiller, on va lui dire attention,
c'est plus un petit, il y a maintenant un 1. Tu peux aller le consommer. Et pour remove, c'est la même chose. Donc, si le compte est 0, ça veut dire qu'il n'y a rien à consommer, alors il va faire un wait, le consommateur va être endormi et il va attendre pour empty. On a vu que c'est lui qui le réveille. Alors, quand il rentre, ça veut dire que quand n'était pas égal à 0, alors il fait remove, il enlève un item, et bien sûr il fait count égal à count moins 1. Maintenant, si le nouveau count il est égal à n-1, ça veut dire qu'il était à n, et puisqu'il était à n, ça veut dire le producteur il était en wait, alors on fait un signal avec full, ce qui va permettre au producteur de se réveiller et de dire qu'il y a une place où tu peux mettre ce qui est produit. Maintenant, procédure producteur, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, begin while true, donc elle va boucler. Item égale à procédure item, on va produire un item. Et après ça, on va appeler producteur consommateur, ça c'est le moniteur, point insert item. Et c'est lui qui va le gérer. Et la même chose pour le consommateur, on va boucler. Et à chaque fois, on fait item égale à producteur consommateur point remove pour aller récupérer l'item du tampon. Et bien sûr, après, on va le consommer. Ça, c'est une zone qui n'est pas critique. On va parler maintenant de l'échange de messages, comment communiquer avec échange de messages. On va employer les primitives appel système qui sont send et receive. Send, on fait la destination et on envoie notre message. Et receive, on fait la source et notre message. Alors, on va faire le producteur-consommateur avec échange de messages. Le consommateur émet n messages vides au producteur. Quand le producteur possède un élément à remettre au consommateur, il prend un message vide et renvoie un message plein. Donc, c'est le consommateur qui commence par envoyer des messages, le nombre de messages qu'il veut au producteur. Et quand le producteur il possède ces messages vides, il va mettre ces messages dans les messages vides, il va les envoyer. Le nombre de messages reste constant. C'est toujours le nombre de messages que le consommateur il avait envoyé. C'est le même nombre. Le producteur n'ajoute pas de messages, mais il remplit juste les messages qu'il reçoit du consommateur. Quand tous les messages sont vides, le consommateur se bloque. Et quand tous les messages sont pleins, le producteur se bloque. Alors, le code, ça va être quelque chose comme ça. Donc, pour le producteur, item égale à produce, là, il va produire quelque chose et il va faire receive consumer M. Il attend l'arrivée d'un message vide. Et après ça, il va faire le build message. Donc, il prend son message qu'il avait produit, item, et il le met dans le message vide qu'il a reçu. Et il fait un send. Il envoie au consommateur le message. Pour le consommateur, donc, message M, et il va boucler, ça c'est le nombre de messages qu'il va envoyer. Il va envoyer un nombre de messages au producteur. Après ça, il va boucler et il va attendre que ces messages reviennent. Receive du producteur le message. Une fois qu'il prend le message, il va l'extracter, il va le prendre et il va envoyer encore le message vide au producteur. Et après ça, il va consommer ce item qu'il a récupéré. On va terminer par les barrières. Donc, quand les applications sont décomposées en phases, le système de synchronisation par barrière peut être utilisé. Et on peut utiliser pthread barrière pour init, pour initialisation, et pthread barrière destroy. C'est quoi une barrière? Nous avons plusieurs processus qui s'exécutent. Et à un certain moment, comme ici, on met une barrière. Ça veut dire que si B arrive avant A, tous ces processus ils vont attendre. Et à partir de ici, on a tous les processus qui sont arrivés à ce niveau. Et encore, ils vont s'exécuter. Une autre barrière, ça veut dire ça va garantir que juste après la barrière, ils sont tous arrivés à ce niveau. S'il y a un qui arrive avant les autres, il va les attendre juste avant la barrière. Ici, dans la dernière barrière, vous voyez ici que A, B, C, D sont tous arrivés ici. Donc peut-être que A est arrivé en premier, après ça B, mais dès qu'il arrive, il attend jusqu'à ce que les autres arrivent. C'est ce qu'on appelle une barrière.
Parfois, vous avez des calculs à faire et vous avez plusieurs variables avant de faire un calcul. Donc, vous pouvez faire une barrière juste avant ce calcul. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir récupéré toutes les variables nécessaires pour ce calcul.